Voilà. Et je pense qu'il y avait une question de sondage qui allait. Qui va arriver très vite, mais Oui, peut-être une petite oui, je vais. introduction en début. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de vous parler du syndrome de la bouche brûlante, qui est plus souvent localisé à la langue et qui explique que souvent on focalise sur la langue, mais en réalité ça va pouvoir toucher l'ensemble des muqueuses buccales. C'est souvent une maladie qui déroute les chirurgiens dentistes qui peuvent avoir des problèmes diagnostiques, qui déroutent les médecins généralistes avec souvent des prises en charge adaptées. Donc, c'est vraiment un sujet qui est peut-être pas du quotidien du chirurgien dentiste généraliste, mais en tout cas, c'est un sujet que tous les dentistes vont rencontrer au cours de leur exercice. Et de ce fait, il est important d'avoir des clés diagnostiques et thérapeutiques. Alors c'est vrai qu'on a 1 heure et demie pour parler de la bouche qui brûle. Donc je vais vous faire une présentation relativement détaillée en prenant en compte beaucoup de points pratiques, hein. On abordera un petit peu la physiopathologie, mais de façon assez sommaire, juste pour vous donner des clés et vous expliquer au final la pathologie et surtout sa prise en charge. Et donc, je pense qu'on peut commencer tout de suite par Oui. la première question. Allez, je la lance et je vais la lire tout haut. La stomatodynie est une douleur primitive, secondaire, primitive ou secondaire. Et on vous laisse le temps de répondre quelques secondes. Comme d'habitude, on est conscient que Zoom ne permet pas à tout le monde de voir s'afficher le pop-up, donc n'hésitez pas à répondre dans le chat, ça compte aussi si vous cherchez à obtenir l'accréditation. Alors, je vois que ça bouge toujours, on vous laisse encore quelques secondes, et puis je partagerai les résultats. Alors, voilà, je vais mettre fin au sondage et je partage les résultats. Donc, on voit que 18% d'entre vous ont voté pour une étiologie primitive, 36% secondaire et 45% pour primitive ou secondaire. Et oui, c'était la dernière réponse qui était la bonne réponse sur ce sondage, hein. La stomatodynie, je sais pas, ça marche plus, est un terme un petit peu générique, hein, qui est un terme qui est peu employé au final dans les pays anglo-saxons, hein. C'est plutôt un terme francophone. Et la stomatodynie, ça se définit essentiellement par cette sensation de brûlure, de dysesthésie buccale. Quand c'est glossodynie, au final, c'est brûlure et dysesthésie de la langue. Et la question qu'il faut se poser lorsqu'un patient consulte pour des brûlures de la cavité buccale, c'est est-ce qu'il s'agit du coup d'une stomatodynie primaire qui est alors assimilable à une douleur neuropathique ou nociplastique. On expliquera un petit peu ce concept-là un peu plus tard dans le webinaire. Et puis vous avez aussi tout ce qui est stomatodynie secondaire qui sont associés à une pathologie de la muqueuse buccale. Et du coup, on a deux types de douleurs différentes. Dans le cas des stomatodynies secondaires, on a ce qu'on appelle une douleur par excès de nociception, ce qui veut dire qu'au final, on a une maladie qui stimule des nocicepteurs, c'est-à-dire des récepteurs qui sont situés sur les nerfs et qui sont stimulés par la maladie, alors que dans les stomatodynies primitives, on a une maladie des nerfs. Donc, si on parle de stomatodynie secondaire, au final, on va avoir des aspects de l'interrogatoire qui vont orienter d'emblée vers une stomatodynie secondaire, et puis, bien sûr, un examen clinique qui permettra de poser le diagnostic final. Donc, pour ce qui concerne les stomatodynies secondaires, à l'interrogatoire, on a souvent une gêne discontinue ou une douleur
qui est augmenté au moment des repas. Parce qu'en fait, le fait de manger ou le fait parfois de se brosser les dents, d'utiliser un dentifrice, va stimuler la muqueuse qui est le plus souvent inflammatoire et ça va provoquer une douleur. Alors, la particularité des stomatodynies secondaires, c'est que on va avoir à l'examen clinique des modifications au niveau de la muqueuse. Et je vous ai mis en bas de la diapositive, au final, les principaux diagnostics qui peuvent être responsables d'une glossodynie secondaire. Donc, on a la très classique langue géographique. Donc la langue géographique, ça correspond au diagnostic de ce qu'on appelle une glossite exfoliée migratoire. Alors ça, c'est un terme un peu complexe, mais au final, il faut comprendre que dans la langue géographique, on a une perturbation du renouvellement des cellules. Et ce qui se passe, c'est que dans les zones un petit peu blanc-jaunâtres ici, que je montre avec ma flèche et que j'espère vous voyez, on a de l'inflammation et de l'œdème avec ce qu'on appelle des pustules. On a plein de petits micro-abcès, c'est-à-dire des accumulations de polynucléaires neutrophiles. Et ça va avoir tendance à s'exfolier, c'est-à-dire que la muqueuse va éclater, va laisser place à une zone rouge que l'on voit à l'intérieur de la bordure blanchâtre. Et puis ça va cicatriser et se propager sur la langue, ce qui fait qu'on a une évolution souvent par accès douloureux qui dure environ une semaine, puis une régression de la douleur. On a une phase où il ne se passe plus rien, puis quelques jours, quelques semaines plus tard, on peut de nouveau avoir une poussée de langue géographique. Donc on a vraiment ce caractère discontinu qui va différencier la langue géographique de la glossodynie. Et ça, c'est un diagnostic assez important parce que parfois, on a des glossodynies primaires qui peuvent être associées à une langue géographique qui n'est pas douloureuse. Donc, c'est un diagnostic différentiel qui n'est pas toujours très simple. Vous pouvez avoir des espèces de dysesthésie, de brûlure buccale provoquées ou spontanées dans tout ce qui est phénomène de carence ou de manque de salive qui aboutissent à une langue qui va être dépapillée. Donc vous avez la partie superficielle de la muqueuse, l'épithélium qui est beaucoup plus fin et donc une langue plus sensible. Les candidoses aiguës, notamment donc le muguet qui se manifeste par un dépôt blanchâtre et qui est une infection opportuniste, c'est-à-dire que la candidose ne peut pas s'observer chez un patient sain. Donc, si vous n'avez pas un facteur favorisant, et parmi les facteurs favorisants que l'on retrouve le plus souvent aujourd'hui, ce sont les patients qui utilisent des sprays de corticoïdes et donc qu'ils inhalent. Et donc, en fait, le corticoïde est dirigé sur le voile du palais, sur l'oropharynx, et on retrouve ces candidoses qui sont souvent très limitées au niveau oropharyngé. Les autres facteurs favorisants des candidoses peuvent être le diabète lorsqu'il est très déséquilibré, ce qui était le cas chez ce patient. On peut avoir aussi toutes les immunosuppressions, les traitements immunosuppresseurs qui favorisent les candidoses, mais retenez bien qu'une candidose chez un patient sain, ça n'existe pas. Donc, quand vous avez un patient qui n'a pas d'immunodépression, vous ne pouvez pas avoir de candidose. Les carences en vitamines du groupe B, en fer, peuvent donner des atteintes un petit peu comme ce que l'on avait sur cette langue complètement dépapillée, mais simplement plus focale, et ça donne un érythème, une rougeur de la langue. Hein. Devant un érythème persistant des muqueuses, il faut rechercher ce type de carence, et ça peut se manifester euh, par des douleurs. On a des pathologies tumorales bénignes en lien avec le système lymphatique, qu'on appelle les lymphangiomes, qui peuvent parfois être simplement ressembler à des petits grains de framboise, comme on les observe ici sur la langue, ou être plus volumineux. Souvent, c'est aussi des lésions qui évoluent par poussée, euh, poussées qui peuvent être secondaires à une infection. Par exemple, un patient a une angine, il va avoir poussé de lymphangium, par exemple, sur la langue, et ça donne des brûlures qui sont assez similaires à ce qu'on observe dans les stomatodynies primaires. Mais là encore, on a un caractère aigu, récidivant et discontinu qui différencie la langue, le lymphangium, d'une véritable glossodynie ici. Le lichen, le lichen oral, c'est la maladie de la muqueuse buccale la plus fréquente et de loin. Hein. Tout praticien chirurgien dentiste a forcément des patients qui ont un lichen oral au niveau de la muqueuse. Donc l'aspect clinique caractéristique du lichen qui est pathognomonique, c'est
Bien sûr, un réseau kératosique réticulé, mais parfois on peut avoir aussi, et notamment au niveau de la langue, ce qu'on appelle un aspect en tache de bougie, qui forme ces petites plaques, un petit peu comme la cire qui va couler sur le cylindre de la bougie, et qui va qui va former comme une coalescence des papilles blanches de la langue, les papilles filiformes, et ça c'est vraiment l'aspect pathognomonique du lichen sur la langue, et un lichen, ça peut se manifester par des brûlures qui ressemble typiquement à une glossodie. Mais là encore, dans le lichen, on a souvent un caractère discontinu. C'est une maladie qui évolue par phase de poussée et phase de rémission. Et puis, on a une exacerbation des symptômes au moment des repas. Enfin, ne jamais oublier qu'on peut aussi avoir des pathologies malignes au niveau de la muqueuse buccale, notamment des carcinomes épidermoïdes. Je vous ai mis ici un carcinome épidermoïde dans son aspect typique débutant. C'est ce qu'on appelle l'érythroplasie. Vous voyez cette lésion rouge qui va trancher très franchement avec la muqueuse saine. Et l'un des premiers signes qui amène le patient à consulter sur des carcinomes débutants, c'est une gêne ou une petite douleur. Donc c'est très important de retenir que la gêne ou la douleur peut révéler un carcinome épidermoïde. Et là, c'est l'aspect clinique qui oriente, et bien sûr, seule la biopsie permet de poser le diagnostic de carcinome épidermoïde, hein. En oncologie, le diagnostic repose sur la biopsie. L'examen clinique, c'est juste une suspicion. Alors, pour traiter ces glossodimies secondaires, le traitement, au final, il va dépendre essentiellement de l'étiologie responsable de la maladie, sachant que sur les glossites que je vous ai présentés, les principales étiologies sont soit des maladies auto-inflammatoires, dans le cas du lichen principalement, des phénomènes de carence pour ces glossites érythémateuses focalisées ou plus diffuses, et on peut aussi avoir des tumeurs qui peuvent être bénignes dans le cas des lymphangiomes ou malignes dans le cas des carcinomes. Donc on peut faire systématiquement un traitement symptomatique, mais qui ne va pas guérir le patient. Alors bien sûr, pour ces douleurs qui sont dues à une maladie de la muqueuse buccale, on a vu que le mécanisme physiopathologique, au final, c'était une maladie qui stimule des récepteurs sur les nerfs, et ça se traite avec des antalgiques, hein, c'est ce qu'on appelle des douleurs par excès de nociception, des douleurs nociceptives. On peut utiliser des anesthésiques locaux qui peuvent aussi soulager le patient. Cependant, ce n'est pas toujours très satisfaisant parce que la rémanence du produit est très faible et au final, ça soulage quelques minutes, mais pas plus. Pour tout ce qui est maladie inflammatoire, alors que ce soit la langue géographique quand elle est douloureuse ou le lichen oral, on va utiliser une corticothérapie locale. Je ne l'ai pas détaillé sur la diapositive, mais bien sûr que si on a une candidose, le traitement, c'est un traitement antifongique et on préconise un traitement antifongique local, essentiellement avec de l'amphotéricine B, qui est commercialisée sous le nom de Fongisone chez nous, je ne sais pas en Belgique. Pour tout ce qui est carence, bien sûr, c'est la supplémentation qui va permettre de corriger la carence. Et quand on a une hypocyalie, là, malheureusement, on est souvent assez démuni. On reverra un petit peu l'hypocyalie parce que ça s'intègre, c'est aussi un diagnostic différentiel dans la stomatodynie primaire. En tout cas, si on veut être symptomatique quand on a une hypocyalie, on peut essayer d'utiliser des médicaments pour stimuler les glandes salivaires. Et là, il n'y a qu'un seul médicament en France qui est efficace, c'est la pilocarpine. On verra sous quelle forme on peut l'utiliser à la fin de ce diaporama. Et on a aussi un comprimé mucoadhésif qui libère du xylitol que l'on vient poser sur la gencive et qui se délite pendant 4 heures. Et ça, c'est tout à fait efficace. En tout cas, c'est le seul produit qui a une vraie rémanence, contrairement à tous les sprays ou tous les gels que vous pouvez proposer aux patients. Et c'est notamment un traitement qui est très intéressant dans les hypocyalies nocturnes, qui ne sont pas des vraies hypocyalies. En réalité, c'est des patients qui vous disent, j'ai la bouche sèche la nuit. Quand je me réveille le matin, ma langue est collée au palais. Ce qui se passe en fait, c'est que les gens, ils ont une respiration buccale, c'est ça qui va sécher la bouche, et ces comprimés, donc appliqués le soir au coucher, peuvent se révéler tout à fait efficaces.
Donc maintenant, si on se focalise sur le diagnostic des stomatodinies primaires, alors il faut savoir que à l'interrogatoire, on aura plutôt une douleur ou une gêne qui sera continue. Au moins, en tout cas, quand la stomatodynie, la glossodynie primaire est bien installée, on a un caractère très continu. Et puis souvent, on a une diminution des symptômes au moment des repas. On reviendra sur cet élément-là, mais c'est deux éléments qu'on peut opposer à l'interrogatoire des stomatodynies secondaires dont on vient de parler. L'examen clinique, il est normal ou on peut avoir des variations physiologiques non douloureuses. Alors, parmi les variations physiologiques non douloureuses, on peut par exemple avoir les langues géographiques, hein. Il faut savoir que 95% des langues géographiques ne sont pas douloureuses. Ce qui fait que la langue géographique, au final, vous voyez, elle peut être associée soit à une stomatodynie primaire, soit secondaire. C'est là que les critères de diagnostic différentiel sont importants.